Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur, Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, Monsieur le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, chers membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, honorables députés à l'Assemblée nationale, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales accréditées au Bénin, Monsieur le Président de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin, ASNAP, Monsieur le Président de l'Amicale des fonctionnaires parlementaires retraités du Bénin, Madame le préfet du département de Lomé, Monsieur le maire de la ville de Porto Novo, ville capitale, Monsieur le secrétaire général administratif et son adjoint, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et son adjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques, Monsieur le commandant du groupe de sécurité, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques chargés de mission du président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grande est ma joie de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2024. Et j'ai l'heureux plaisir de vous saluer avec cordialité et la solennité qui sied en de pareilles circonstances. Conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution du Bénin, reprise par ailleurs par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous procédons ce jour, 24 octobre 2024, à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, qui sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État au titre de la gestion 2025. Après 3 mois de vacances parlementaires bien méritées que nous avons mis à profit pour rendre compte à nos mandants respectifs de l'impressionnant travail législatif abattu au cours de la période qui s'achève durant ces 3 derniers mois, nous avons cependant dû suspendre par 2 fois pour tenir compte des sessions extraordinaires consacrées à l'examen de certains dossiers ponctuels et urgents ou organiser des ateliers, séminaires d'imprégnation du contenu des projets de loi importants ou complexes. Nous voici de retour dans cet hémicycle, temple et sanctuaire de la démocratie béninoise, pour 3 nouveaux mois d'intenses activités parlementaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, maître absolu de nos vies et de nos destins, pour sa sollicitude particulière à l'égard de chacun d'entre nous et de l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir poursuivre en toute sérénité la consolidation du processus démocratique en cours dans notre pays,
depuis l'historique conférence des forces vives de la Nation de février 90. En effet, qui d'entre nous n'a pas eu quelques frayeurs en apprenant par la voix du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qu'il y avait un complot en préparation contre la sûreté de l'État, donc un projet de remise en cause de l'ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de 3 décennies. S'il était vrai que notre institution parlementaire n'exista plus et son président certainement mis aux arrêts pour le meilleur des cas, et vous, autres députés, mis au chômage. Heureusement, bien sûr, heureusement, qu'il a plu au Seigneur, qu'il a plu au Dieu Tout-Puissant de nous en épargner. Cependant, je voudrais nous inviter à la retenue, en attendant que les instances compétentes achèvent leur investigation et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe, sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature que ce soit de la part de la représentation nationale. Le dossier relève en effet de la compétence exclusive du judiciaire et dans le respect de la séparation des pouvoirs. Nous serions bien inspirés d'éviter toute ingérence en tant qu'institution, chacun pouvant avoir son opinion propre. Dans le respect de notre Constitution qui dispose en son article 17 que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Honorables députés et chers collègues, chers invités, cette parenthèse soigneusement refermée, je voudrais, en notre nom à tous et avec la chaleur et la cordialité qui conviennent, souhaiter encore la bienvenue parmi nous à tous nos illustres hôtes. Je veux nommer les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques et consulaires, notamment l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique, le préfet de Lomé et le maire de la ville capitale. En votre nom, à vous tous et en mon nom propre, je voudrais leur dire combien nous apprécions leur présence et leur accompagnement accoutumé qui rehausse toujours l'éclat de nos rentrées parlementaires. De fait, nous les percevons à la fois comme un honneur rendu régulièrement à l'institution parlementaire et un message d'encouragement et de soutien adressé aux représentants de la nation que nous sommes. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, dans mon discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024, je disais ceci à cette même place. Si quelque chose a pu être fait depuis l'installation de cette législature, nous le devons en grande partie à la fraternité et à la convivialité qui ont régné au sein de la représentation nationale.
c'est vrai. Et si je reviens dessus, c'est bien parce que nous constatons désormais autre chose. Que constatons-nous? La haine. Oui, de la haine gratuite. Qu'elle soit collective ou individuelle, familiale ou érigée en argument politique, la haine est partout présente au cœur de nos vies. Haine de l'autre, différent. Haine de celui qui me fait de l'ombre. Haine de soi. De la jeunesse de l'humanité, en passant par Sophocle et jusqu'à nos jours, bon, rien n'a véritablement changé dans nos relations humaines. Nous avons le même besoin d'aimer, d'être aimé, reconnu, la même soif de vengeance, de destruction, de possession, les mêmes complicités avec Eros et Thanatos, avec l'esprit du mal et celui du bien. Bon, la haine, ça vient d'où? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cela vient d'un sentiment, cette passion, et qui peut nous tenir de mode relationnel une vie durant. Mais comment agit-elle en nous maintenant? Et pourquoi? Au cœur de l'histoire de chacune de nos vies, il y a l'autre, les autres. Parler de l'amour et de la haine, des sentiments de façon plus générale, et c'est parler des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Relations difficiles, douloureuses, conflictuelles, sans cesse en mouvement, en transformation, en ébullition. L'autre, c'est-à-dire tous les autres, ceux que nous avons choisis, comme ceux que nous n'avons pas choisis, qui sont tout à la fois source de joie et de souffrance. L'autre aimé, désiré, mais aussi détesté, jalousé, méprisé, qu'il faut détruire, éliminer. Ah, politique, et quand tu nous tiens, adieu, prudence. La maîtrise de nos vies, de nos sentiments nous échappe. L'autre, objet de toutes nos convoitises, reste à jamais inaccessible. Pire encore, sans doute, ce que j'aime le plus est aussi bien souvent ce que je hais le plus. Haine et amour, ce couple infernal traverse nos vies, ambivalentes des sentiments. La haine fait penser aussi à une histoire de menace. La menace que représente l'autre pour ma propre survie. La haine est l'expression ultime d'un narcissisme menacé. Plus nous nous sentons menacés, plus nous allons être menaçants pour l'objet qui nous menace. Avoir besoin de l'autre nous fait prendre conscience du pouvoir que l'autre a de ce fait sur nous. Trop ou pas assez d'amour tue sûrement. En effet, ni l'amour fusionnel, qui ne laisse aucun espace en notre désir, celui de l'autre, ni l'amour lointain, qui crée un espace infranchissable entre l'autre et moi, ne permettent d'être entre les deux des myriades de formes relationnelles jamais exemptes de souffrance. La haine est ainsi inséparable de la souffrance. Dans un déterminisme circulaire où la souffrance devient cause de la haine et la haine cause de la souffrance. Pour reprendre les mots de Micheline Henriquez, la haine dit la souffrance de ne pouvoir construire une satisfaction avec l'autre. C'est cette même souffrance qui, poussée à son paroxysme, va s'exalter dans une folie d'entreprise en voulant l'autre totalement à sa merci. S'approprier ce qu'il possède, l'humilier, lui causer des douleurs, le martyriser et le tuer même, mais sans toujours le faire disparaître. Nous sommes là devant un abîme, celui où le cœur de l'homme, en mal de relation d'amour, ne peut que hurler sa souffrance dans une violence destructive envers l'autre, envers lui-même. Vous allez certainement me demander, est-ce que je propose face à ce constat aujourd'hui?
Mais ma proposition, c'est très simple. Elle est tirée du livre le plus lu du monde. Et face à la haine, je propose l'amour. Car l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de la rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et ce qui est bon pour l'autre. Il supporte tout. Il endure tout. Voilà ma proposition. Chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, après ce détour, sur ce que nous vivons aujourd'hui, à l'Assemblée, en politique, je ne sais pas. Au niveau des institutions, je ne sais pas si c'est pareil. Au gouvernement, je ne sais pas si c'est pareil. Mais cela, c'est en guise d'avertissement à ceux qui courent vers ce milieu où tous les coups bas sont permis. Je voudrais rappeler que la présente session s'ouvre dans un climat d'angoisse pour les pays en développement. Je change de cap, vous constatez déjà. Comme le nôtre, où tant les défis à relever sont complexes et variés. En effet, au lourd fardeau que constitue déjà l'adaptation au changement climatique avec son cortège d'inondations dévastatrices et parfois très meurtrières ou de grandes sécheresses qui sapent les efforts des États touchés, viennent s'ajouter les pertes économiques et financières énormes occasionnées par le conflit russo-ukrainien et qui perdurent pour le malheur des pays importateurs d'intrants agricoles et de céréales, ainsi que les inégalités provoquées par la pandémie du Covid-19. S'agissant particulièrement de ces inégalités, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a d'ailleurs affirmé ce qui suit le 24 septembre dernier, c'est-à-dire le 24 septembre 2024, à l'ouverture de la 79e session annuelle de l'Assemblée générale de cette respectable institution, je cite, « Le monde peine encore à se relever de la flambée des inégalités engendrées par cette pandémie, car parmi les 75 pays les plus pauvres du monde, un tiers d'entre eux se trouvent aujourd'hui dans une situation pire qu'il y a 5 ans. » Fin de citation. Par ailleurs, la perspective de la régionalisation du conflit israélo-palestinien actuellement en cours fait peser sur l'économie mondiale la menace sérieuse d'une flambée de prix du pétrole, ce qui, bien entendu, ne manquera pas de provoquer une inflation généralisée qui fragilisera davantage nos économies. Quoi qu'il en soit, il est clair que les énormes ressources consacrées à l'effort de guerre, de par le monde aujourd'hui, au regard du nombre et de l'ampleur des conflits qui agitent actuellement, sont autant de manques à gagner pour le financement des programmes destinés à la réduction de la faim et de la pauvreté, ainsi qu'à l'atténuation des effets du dérèglement climatique dans nos différents États. Dans ces conditions, il est illusoire que ce monde-là puisse atteindre les 17 objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030, ni même beaucoup plus tard s'il n'y a pas un sursaut. Or,
Et comme nous le savons tous, la faim et la pauvreté constituent de sérieuses menaces pour la paix et la sécurité dans le monde en général et pour les pays en développement en particulier, où elles affectent un plus grand nombre de personnes qui, du reste, se trouvent dans le dénuement. Cela se voit bien aujourd'hui dans les pays où sévissent le terrorisme et l'extrémisme violent qui ne sèment que mort et chaos sur leur passage. C'est le cas notamment du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. C'est aussi le cas des parties septentrionales de certains pays côtiers comme le nôtre qui jouxtent le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria. Ce qui en fait un problème de sécurité collective et qui appelle une réponse concertée et coordonnée de la part des États concernés. Au regard du caractère transfrontalier et tentaculaire de ces deux phénomènes, l'idéal, à mon humble avis, serait même de pouvoir le faire dans le cadre d'une organisation sous-régionale telle que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Hélas, vous savez, la situation de notre chère organisation sous-régionale que je viens de citer, en tout état de cause. La question de la consolidation de l'intégration régionale dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est un impératif si nous voulons gagner cette guerre asymétrique, car c'est l'union qui fait la force. À cet égard, nous devons, en tant que parlementaires, aider le pouvoir exécutif dans chaque pays concerné à retrouver le chemin de l'unité et de la cohésion d'antan au sein de notre organisation sous-régionale. C'est du moins la vision que j'ai défendue dans mon adresse à nos homologues et frères de la République togolaise qui effectuaient leur rentrée parlementaire le mardi 1er octobre dernier et qui m'avaient fait l'honneur et la courtoisie de m'inviter à la cérémonie solennelle organisée à cet effet à Lamakara. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour m'incliner, une fois encore, et au nom de la représentation nationale, devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de cette barbarie et exprimer notre sincère compassion aux familles endeuillées. Je salue au passage la bravoure et le patriotisme des agents de nos forces de défense et de sécurité engagés dans cette guerre absurde et qui risquent quotidiennement leur vie pour sauver les nôtres et permettre par ailleurs à notre pays de poursuivre dans la quiétude sa marche en avant. De fait, il ne saurait y avoir de développement durable sans paix et sécurité. Comme cela a été reconnu à juste titre dans la déclaration du millénaire pour le développement signée en septembre 2000 et dans laquelle les dirigeants de la planète s'étaient engagés au siège des Nations Unies à combattre la pauvreté, la faim, la maladie, l'illettrisme, la dégradation de l'environnement et les discriminations à l'égard des femmes. Honorables députés, chers invités, le gouvernement nous a transmis le projet de loi de finances qu'il a élaboré dans le contexte que j'ai évoqué tantôt, en se conformant aux dispositions de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et aux recommandations de la représentation nationale issues du débat d'orientation budgétaire tenu en cette même salle le vendredi 28 juin 2024. Ce faisant, l'exécutif a précisé qu'il a aussi pris en compte
les doléances des populations recueillies à la faveur des récentes tournées de reddition de comptes et qui complètent celles des organisations de la société civile exprimées en marge du débat d'orientation budgétaire. Une telle démarche témoigne de l'importance accordée à la transparence et à l'inclusion des acteurs non gouvernementaux dans la planification économique et financière de notre pays. Ainsi, dans ces grandes lignes, le projet de budget de l'État pour la gestion 2025 soumis à notre appréciation s'établit à 3 551 milliards de francs, donc en hausse de 11% par rapport à 2024 et tutoie une croissance de 6,8% en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. Par ailleurs, le gouvernement a fait le choix de ne pas créer de nouveaux impôts ni d'augmenter le taux de ceux déjà existants et estime à 41,5% la part du budget consacré aux dépenses à sensibilité sociale, soit 1101,71 milliards de francs CFA. C'est donc, à mon humble avis, le projet d'un budget résilient aux chocs exogènes et qui apporte autant que faire se peut et quelques réponses aux demandes sociales. Par ailleurs, il prévoit des ressources pour la préparation des élections générales programmées en 2026, ce qui participe de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Il reste alors à la représentation nationale de jouer sa partition en faisant usage de son droit d'amendement en vertu des dispositions de l'article 97 de notre règlement intérieur et selon les procédures prescrites et de procéder au vote de cette loi de finances dès que possible en suivant le mécanisme que nous avons mis en place ensemble et qui a fait ses preuves en termes de célérité et d'efficience. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'ordre du jour de la présente session qui, comme à l'accoutumée, démarrera ses travaux proprement dits par la présentation de mon rapport d'activité pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024, il est également inscrit l'examen et le vote de 12 autres projets de loi ainsi que de 4 propositions de loi qui, dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par le gouvernement, contribueront à moderniser les outils de gestion de notre État ou améliorer le fonctionnement de certaines institutions. Et il me paraît quelque peu fastidieux de présenter ici le projet d'ordre du jour de la session, d'autant qu'il est appelé à évoluer selon les impératifs du gouvernement et du Parlement. Néanmoins, il me plaît de citer quelques-uns inscrits à notre agenda. La présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales UPOV, adopté à Genève le 19 mars 1994. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Je pense que cette fois-ci, ça pourra passer. Ça fait plus d'une décennie que ça tourne et ça revient. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin
un vieux dossier qui est encore revenu. J'espère que cette fois-ci, on pourra... Mais c'est un projet de loi, donc ça dépend du gouvernement. Honorables députés et chers collègues, avec l'agenda des sessions qui est généralement chargé, je peux sans risque de me tromper, présumer que celle qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Aussi, voudrais-je compter sur votre sens de responsabilité et votre disponibilité habituelle afin que la moisson soit abondante à l'heure du bilan, car c'est ce que le peuple béninois, dont nous sommes les représentants, attend légitimement de nous. En effet, quand l'œuvre des meilleurs chefs est achevée, le peuple dit « c'est nous qui avons fait ça », disait le philosophe chinois Lao Tse, plus de 5 siècles avant notre ère. C'est sur cette note d'espérance et d'espoir que je voudrais clore mon propos en renouvelant mes sincères remerciements à tous nos illustres hôtes et déclarer ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale du Bénin. Plein succès à nos travaux. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention.